en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter avec deux auteurs des presses de l'Université d'Ottawa qui viendront nous parler de leur ouvrage intitulé « Le féodalisme dans la vallée du Saint-Laurent ». Je vais aussi m'entretenir avec un représentant du Conseil sur le vieillissement à Ottawa. Ils ont fait sortir récemment un guide pour la période des élections, un guide pour accompagner les personnes aînées pour la période des élections. On va avoir plus de détails là-dessus. Et tout de suite, pour commencer, on a avec nous Madame Lantier qui vient toujours nous parler à chaque mois du nouveau numéro du magazine Vivre Plus de la Farfo. Et c'était quoi le thème pour ce mois de mai, Madame Lantier? Bien. C'est certain qu'on avait comme thème la fête des mères, des grands-mamans. On avait aussi le 1er mai qui était la Journée mondiale du rire. Et on parlait de jardinage déjà parce que la température nous encourage à nous diriger vers ce loisir qui prend beaucoup d'ampleur. C'est vrai, en plus, avec l'année du jardin, là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à plus se mobiliser. Je vois ça sur les réseaux sociaux et même sur les différentes plateformes. Oui, exactement. Alors, on va aller avec les thèmes qu'on a choisi pour aujourd'hui. On y va avec la page 4 qui nous parle des élections. J'en parlais même tantôt. Bon, alors, nous avons décidé que suite aux recommandations du livre blanc sur le vieillissement, qu'on était pour avoir un sondage auprès des personnes aînées pour savoir ce qu'ils voulaient, quelles étaient leurs priorités. Alors, on a eu au-delà de 300 réponses dans un très court délai. Habituellement, des sondages, ça dure très longtemps, mais nous l'avons concentré à cause des élections qui s'en viennent le 2 juin. Et on a demandé aux personnes aînées qu'est-ce qu'ils voulaient au niveau de logement. Et la plupart d'entre eux ne veulent pas se ramasser dans une maison de retraite. Ils veulent continuer à vivre chez eux le plus longtemps possible. Et pour ça, soit aménager dans des appartements qui sont faits pour eux, qui ont des services, des maisons de retraite peut-être abordables, des maisons en partage où tu demeures avec une personne plus jeune ou avec un étudiant pour pouvoir s'occuper des différents services. On a aussi, ils ont aussi mentionné qu'ils aimeraient savoir un numéro de téléphone et un site Internet pour avoir tous leurs services. Pour pas qu'ils aient besoin de raconter leurs histoires à chaque fois. Alors, on a de la difficulté, même de personnes qui sont habiles avec l'Internet, etc. Mais là, ils disent, pour aller à la santé, il faut que j'aille à telle place. Pour aller avoir de l'aide juridique, il faut que j'aille à un autre endroit. Puis, il faut que je recommence à raconter mon histoire à chaque fois. Alors ça, c'était une chose aussi qu'ils voulaient. Ils voulaient avoir un service de soutien à domicile. Puis il y en a un maintenant, un nouvel organisme qui s'occupe de ça, qui fournit des renseignements sur les services des services de soutien communautaire, excusez-moi. Eux aussi, comme de raison, fournissent de l'information aux organismes à but non lucratif afin de pouvoir aider ces personnes-là. Ce qu'on recommande au prochain gouvernement, c'est le maintien du continuum de services pour les personnes aînées, pour les services à domicile. Un milieu communautaire qui va prioriser le maintien à domicile des personnes aînées et retraitées, pas les mettre en institution, puis leur fournir tout ce qu'ils ont besoin pour continuer à vivre par eux-mêmes ou peut-être avec des aides qui leur permettraient de le faire. Et puis, entre nous, je pense que c'est quelque chose qui est faisable parce que ça fait longtemps que les personnes aînées demandent ça. Et puis, j'ai vu à la page 4, là, ça disait comme ça, il y a une personne qui a répondu, une personne aînée qui a répondu. On est fatigué de toujours répondre à la même question. Là, on veut que vraiment les actes soient posés. Exactement, exactement. On veut être écouté. On nous a étudiés
Alors, c'est le temps de nous de faire quelque chose maintenant. C'est l'action qui va compter. Et on espère que le prochain gouvernement va pouvoir continuer et améliorer les services aux aînés francophones en Ontario. Là, il va nous rester 45 secondes. Là, il y a aussi, si je peux me permettre de le mentionner, ça ne sera pas dans nos sujets d'aujourd'hui, mais j'ai pu voir dans le Vive Plus du mois de mai qu'on parle aussi des habitations Mirella, un nouveau format pour jumeler les personnes aînées ou une personne qui a besoin d'aide financière, on va dire, qui n'a pas suffisamment les moyens d'habiter avec une personne aînée pour lui donner un coup de main. Et puis, ça permet à la personne aînée de ne pas être isolée. Et ça, là, je trouve que c'est un bon projet. Là. Les gens auront plus de détails dans l'ouvrage. Je vous garde avec moi, Madame Lantier. On prend une pause. Et juste après la pause, on va continuer de découvrir tout le contenu, une partie du contenu du magazine Vive Plus du mois de mai. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. À la prochaine émission, quelques idées de sandwich pour un lunch rapide en camping. Aussi, une recette de déjeuner tout à fait différente. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'informe toujours sur le beau contenu du magazine Vivre Plus de la Farfo. Et le premier sujet que j'ai eu à discuter avec Mme Lantier avant la pause, c'était vraiment les élections et l'importance pour les aînés. Et puis à propos de ça, j'aimerais prendre un tout petit peu de votre temps, Mme Lantier, pour inviter les personnes aînées qui nous regardent en ce moment à aller jeter un coup d'œil à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Le site web, c'est monassemblée.ca parce que l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario veut mieux représenter la communauté francophone. Donc, on vous invite tous à répondre à ce sondage-là qui va prendre quelque chose comme 20 minutes là, pour pouvoir vraiment et pousser les dossiers un peu plus loin là, pour le 2 juin. On va continuer avec vous. On va passer au deuxième sujet qu'on a décidé de donner en exclusivité aux gens qui nous regardent. C'est la Farfo et Retraite en Action qui ont fait un beau projet ensemble. Oui, alors je crois que vous avez eu Mme Laurando à votre émission auparavant. Alors voici, Retraite en Action fournissait des activités, surtout loisirs, dans la région d'Ottawa et de l'Est de l'Ontario. Alors nous avons décidé de créer une force pour la programmation virtuelle qui serait accessible à travers tout l'Ontario. Alors, ce qu'on a, on a fait un partenariat. Donc, Retraite en Action va prendre en main nos deux réseaux, c'est-à-dire Connect, qui offrait des ateliers sur la santé, des ateliers juridiques. On avait même cette semaine un atelier à l'Agence Revenu du Canada. Et va prendre aussi la direction de notre canal Vivre Plus, avec le rendez-vous du matin qu'on fait à tous les mardis à 9h. Donc, ceci va élargir le montant d'ateliers qu'on peut offrir parce que les gens dans le Nord, disons, n'avaient pas accès comme tel aux ateliers de retraite. Là, donc, ils vont pouvoir jouir de ces ateliers-là. Donc, augmenter
vraiment l'offre de services au niveau d'information, de loisirs, de divertissement que l'on pouvait offrir. Alors, nous aurons une agente de programmation qui va être affiliée. On est à la recherche, en passant, d'une personne, d'une perle qui va s'assurer que le contenu rejoint encore nos personnes aînées francophones à travers l'Ontario. OK, ben un mois plus tard, la Madame Laurando ne voulait pas vraiment me lancer le scoop de l'année, mais je l'ai aujourd'hui. J'ai essayé, elle a dit oh, non, on travaille dessus, on ne peut rien dire pour le moment. OK, ben félicitations. Et c'est accessible en ce moment, la programmation pour les ateliers? On a déjà, il y a déjà des ateliers, oui, sur notre site, à Connect Vivre Plus, sur le site de la Farfo. Nous avons un bel éventail d'ateliers qui vont être offerts au mois de mai. Et comme de raison, ça va augmenter au mois de juin. Parce qu'on va être vraiment en partenariat, puis on va probablement avoir la personne qui va être en programmation pour nous aider. Juillet et août, ça va être plutôt... Nous allons maintenir certains ateliers, mais c'est vraiment notre temps de repos je dirais pas repos, c'est juste qu'on est plus tranquille au niveau d'être sur les ondes, mais on travaille beaucoup en arrière-plan pour créer tous ces ateliers-là, puis trouver des nouveaux collaborateurs qui vont nous offrir des ateliers pour l'automne et l'hiver. Alors, ce beau partenariat avec Retraite en Action, là, si je peux me permettre, est-ce que c'est la Farfo qui va, je veux dire, déposer ses projets pour les différents programmes ou c'est Retraite en Action? Les deux. OK. Les deux. Alors, nous allons encore surveiller le contenu. Nous allons continuer avec nos collaborateurs. Nous allons encore continuer à faire de la recherche pour trouver de nouveaux collaborateurs, de nouveaux présentateurs. Nous allons discuter de différents formats avec Retraite en Action, mais c'est vraiment un beau partenariat où nous allons travailler ensemble pour pouvoir fournir les ateliers. Alors, pas seulement un ou l'autre, les deux vraiment en coordination. Félicitations, félicitations. Un troisième sujet que moi je trouve intéressant, on avait parlé un tout petit peu la dernière fois, donc le mois précédent, ça a commencé à se mettre en place, c'est la sentinelle entraînée. Oui. Alors, on a eu quelques bénévoles qui se sont inscrits. Alors, la sentinelle entraînée, c'est d'avoir des bénévoles qui, ça peut être une fois par semaine, ça peut être tous les jours, ça peut être une fois ou 2 semaines. C'est une personne qui fait des appels amicaux à des personnes aînées qui sont isolées. Donc, ce que nous recherchons, c'est 2 choses. Nous recherchons des organismes qui ont besoin de ces bénévoles-là. Alors, ce n'est pas nous qui vont chercher les personnes aînées, ce sont des organismes qui vont nous trouver des personnes aînées, soit que c'est par des centres communautaires de santé où ils réalisent qu'une personne est seule, qu'elle a besoin d'aide, qu'elle a besoin juste de parler, de fraterniser avec quelqu'un. Puis, la deuxième partie, qui est la partie de la Farfo, c'est qu'on demande aux gens de s'inscrire comme bénévoles pour qu'on puisse les jumeler à ce moment-là avec ces organismes-là. Okay. Alors, si on a une personne comme toi qui me dit, ben moi, j'aimerais ça, avoir une personne aînée avec qui je pourrais parler, puis on pourrait parler de loisirs, on pourrait parler de télévision, on pourrait parler de Rogers, puis ça serait une fois peut-être par mois que tu as comme disponibilité. Mais tout compte, que ce soit 10 minutes, que ce soit 1 heure par semaine, c'est important pour ces personnes-là d'avoir un contact, puis d'avoir quelqu'un des fois pour juste être des liens d'amitié finalement. Oui. Intéressant, j'y pense là, parce que l'exemple a été pris sur moi, fait que je vais y penser très fortement. Je t'ai mis sur le spot, comme on dit. Hein? C'est ça. On va parler du dernier point qu'on veut partager avec les gens qui nous regardent aujourd'hui. Puis c'est un bel article sur lequel vous avez vous-même travaillé. C'est sur la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Transphobie, oui. Alors, ça, c'est le 17 mai. Alors, nous sommes plusieurs partenaires. Il y a nous, comme de raison. Il y a la Fondation émergente. Il y a le réseau Fierté d'Ottawa. Il y a la Fédération canadienne des aînés et retraités francophones qui se sont réunis pour dire que cette journée-là est importante pour nous parce qu'on veut être inclusif, on veut diversifier nos intérêts.
Et c'est une journée importante, je pense, qu'on doit souligner. Et il y aura toutes sortes d'activités à partir de 13 heures jusqu'à 14h30, le 17. On peut s'inscrire avec le lien là, qui est dans le magazine pour ces activités-là. Alors, c'est ce qu'il y a de beau à la Farfo. On cherche toujours des partenaires, on cherche toujours des gens pour faire de toutes sortes de belles choses. Le Vivre Peu, c'est un bel exemple parce que tous nos collaborateurs ne sont pas payés, ce sont tous des bénévoles et nous faisons une différence dans la vie des aînés. C'est ça qui est important pour nous. Et puis, les thématiques qui sont traitées dans le Vivre Plus, là, c'est pas seulement pour les personnes aînées, parce que quand je lis, je me nourris pareil. C'est vraiment pas pour les personnes aînées, non. C'est pour tout le monde, je dirais. Hein. Oui, mais c'est pour tout le monde. Puis c'est certain que dans notre vie, on a tous soit des parents ou des grands-parents aussi qu'on peut aider avec les renseignements qu'on trouve. La même chose pour nos ateliers. On dit 50 ans et plus. Mais je veux dire, si quelqu'un se présente puis veut assister à un atelier, on ne dira pas non, parce qu'on veut vraiment renseigner les gens sur ce qui se passe dans la vie de nos aînés. Merci beaucoup, Madame Lantier. On se voit dans un mois pour le prochain numéro. Exactement. Oui. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. À vous aussi. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès au Vivre Plus, le magazine de la Farfo, il est gratuit. Ça sera au www.farfo.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec M. Yves Leduc du Conseil sur le vieillissement d'Ottawa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte. Verse-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Mais pas avant que l'on m'y couche. Versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est la période des élections et il y a plusieurs sujets, plusieurs enjeux dont on doit parler. Et cette fois-ci, je m'entretiens avec M. Yves Leduc du Conseil sur le vieillissement à Ottawa. On va parler d'un très beau guide pour accompagner les personnes aînées durant la période des élections. Mais avant ça, on voulait rappeler aux gens qui nous regardent, c'est quoi le mandat et les objectifs du Conseil sur le vieillissement? Bien, merci beaucoup, Claude, pour l'invitation à votre émission. Très heureux d'en faire partie. Moi, je siège sur le conseil d'administration du Conseil sur le vieillissement depuis bientôt une année. Et c'est avec grand plaisir que je représente le conseil à votre émission aujourd'hui. Le conseil est essentiellement un conseil bilingue et inclusif. Et ce pourquoi nous œuvrons, c'est de faire avancer, de faire progresser le bien-être des personnes aînées, essentiellement à Ottawa. Mais qui dit Ottawa dit aussi la province de l'Ontario au sens plus large, de par nos interventions qui ont des impacts sur les francophones et sur les anglophones et les personnes aînées d'Ottawa et à l'extérieur de la grande région d'Ottawa. Le Conseil a plus de 40 années d'existence. Le Conseil repose en fait sur un
partenariat, un vaste réseau où on est en contact avec différents groupes communautaires, d'autres groupes de personnes aînées, des organismes gouvernementaux, sur les différents comités du Conseil sur le vieillissement. Nous avons une représentation de certains départements de la ville d'Ottawa, donc des intervenants dans le milieu qui travaillent avec nous à élaborer des recommandations, comme je le disais un peu plus tôt, qui vont permettre d'améliorer le bien-être des personnes aînées ici même à Ottawa. Donc, nous travaillons beaucoup à l'élaboration de recommandations. C'était le cas, entre autres, dans le contexte du guide sur les élections. Mais nous travaillons aussi à tenir informés nos membres. Et donc, le guide est un exemple, un bel exemple du travail qu'on fait, non seulement pour tenir informés nos membres, mais pour aussi qu'ils puissent s'engager dans le contexte de l'élection provinciale actuelle auprès des différents candidats qu'ils rencontreront au cours de la campagne électorale et sur lesquels et un certain nombre d'enjeux sur lesquels ils seront en mesure de discuter et de proposer différentes recommandations aux différents candidats des différents partis. Je voudrais, d'entrée de jeu, mettre l'accent sur le fait que le Conseil est un conseil bilingue et inclusif. Par bilingue, nous mettons définitivement de l'avant toute la question de l'accès à des services en français ici même à Ottawa. Ottawa, bon, en Ontario, c'est là où on retrouve la plus grande communauté francophone hors Québec, au Canada. Et si je ne m'abuse, je crois que Ottawa, c'est la plus grande communauté francophone à l'extérieur du pays, à l'extérieur du Québec. Et donc, on met une importance sur la nécessité d'offrir des services en français à la communauté francophone ici même à Ottawa. Et lorsqu'on parle d'inclusivité, un peu dans le même sens que d'offrir des services à la communauté francophone, c'est de reconnaître le besoin des diverses communautés, qu'elles soient culturelles ou qu'elles soient basées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, par exemple. Donc, il y a, dans ces cas-là, des services appropriés qui doivent être offerts à ces communautés-là. Et nous prônons pour que ces différences-là soient prises en considération dans l'établissement de politique envers les personnes aînées. Avant qu'on ne fasse l'émission, si je peux me permettre de mentionner ça, vous m'avez confié que vous avez travaillé un tout petit peu sur ce guide-là. C'était quoi l'importance pour vous au Conseil sur le vieillissement de mettre sur papier et de mettre à disposition ce guide-là pour les personnes aînées? Bien, en bout de compte, je vous dirais que c'est l'opportunité pour les aînés, pour le public en général, en fait, lorsqu'il y a une élection, c'est notre opportunité de faire valoir certains enjeux, certaines priorités sur lesquelles nous travaillons. Et j'en profite pour envoyer le message à toutes les personnes aînées de la grande région d'Ottawa que le 2 juin ou de façon anticipée, il sera important qu'ils aillent voter. Parce que c'est ce geste-là qui va faire en sorte que là, on va être en mesure de faire avancer certains des enjeux qui nous préoccupent. Donc, comme nous sommes un conseil qui vise à développer des recommandations, faire avancer certaines politiques sur certains enjeux prioritaires, ces enjeux-là, définitivement, il y a un rôle important qui est joué de la part des gouvernements, que ce soit le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral ou le gouvernement municipal, la ville d'Ottawa. Donc, à différents niveaux, les différents gouvernements avec lesquels nous travaillons ont un grand rôle à jouer et nous avons un rôle à jouer en tant que conseil. Et les personnes qui nous appuient ont également un rôle pour parler aux différents candidats, pour leur mentionner qu'il y a des enjeux qui sont très importants pour assurer le bien-être des personnes aînées ici dans la grande ville d'Ottawa,
mais comme je le disais tantôt aussi, dans toute la province de l'Ontario également. Et donc, moi, sur le conseil d'administration du Conseil sur le vieillissement d'Ottawa, mon rôle, je préside le volet engagement. Donc, sous mon leadership, j'ai piloté le développement du guide des élections provinciales, mais le crédit ne me revient pas. Le crédit revient à tous les bénévoles qui ont travaillé de façon très forte à développer un certain nombre de recommandations qui se sont retrouvées dans le guide des élections. Le défi pour nous, c'est que nous avons 8 comités au Conseil sur le vieillissement. Il y a le comité sur la santé, le comité sur l'habitation, les transports, l'inclusion, on a le comité francophone, et j'en oublie, mais à travers ces 8 comités, on a demandé à chacun des présidents de nos comités de nous transmettre un certain nombre de recommandations et on a essayé de ramener dans un document qui demeure quand même assez exhaustif, un certain nombre de recommandations sur 3 enjeux principaux. Pour les 3 enjeux, M. Leduc, si vous me le permettez, on pourra prendre une pause et juste après la pause, on pourra aller plus en détail dans ces différents enjeux-là. Aucun problème, Claude. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TVA Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant en profondeur sur les 3 enjeux qui ont été énumérés dans le guide électoral pour les élections provinciales présenté par le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa. Avec moi, M. Yves Leduc, qui siège sur le conseil d'administration. Et le premier enjeu, c'est lequel? Ben, le premier enjeu, c'est que ça fait plusieurs années que le Conseil sur le vieillissement a parlé de la nécessité de mettre en place une stratégie globale pour les aînés. Lorsqu'on parle de stratégie globale, c'est aussi une reconnaissance que les différents enjeux sur lesquels nous travaillons sont interconnectés d'une façon ou d'une autre. Lorsqu'on parle de soins de santé, lorsqu'on parle d'habitation, accès à l'habitation, accès à des logements qui sont non seulement abordables, mais aussi accessibles, adaptés pour les besoins des personnes âgées et les personnes vieillissantes. Il y a une question aussi liée à la sécurité de revenus. Il y a une question liée au financement de ces différents programmes-là qui font en sorte que tous ces enjeux-là, quelque part, sont interconnectés. Donc, nous pensons et nous demandons à ce que le gouvernement, que ce soit le gouvernement actuel ou le prochain gouvernement, dépendamment du résultat de l'élection, qu'ils exercent un leadership pour aller de l'avant et amener autour d'une même table les différents intervenants
parce que il y a aussi on doit aussi inclure le gouvernement fédéral, les gouvernements municipaux autour de cette table-là et les communautés qui représentent les personnes aînées. Donc, de jouer un rôle de leader pour amener l'ensemble de ces intervenants-là à élaborer, développer et mettre sur pied une stratégie compréhensive pour adresser l'ensemble des enjeux liés aux personnes âgées, aux personnes aînées. Donc, ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de reconnaître que lorsqu'on traite de la question des soins de santé, l'accent a fortement été mis sur la question des soins de longue durée au cours des 2 dernières années. Pandémie oblige. Mais les problèmes ou les problématiques que l'on a observées pendant la pandémie existaient avant la pandémie. Et lorsqu'il y a questions comme manque de personnel, du personnel qui était trimballé d'une maison de soins de longue durée à une autre, manque de formation auprès des personnes qui s'occupent des aînés dans les centres de soins de longue durée, ces problèmes-là existaient bien avant la pandémie. Ce que la pandémie a fait, c'est qu'elle a amené sur la place publique ces préoccupations que plusieurs dénonçaient déjà bien avant la pandémie. Mais aussi, lorsqu'on parle de continuum au niveau des soins de santé, nous pensons qu'il ne faut pas mettre uniquement l'accent sur les soins de longue durée, mais également sur les soins à domicile pour permettre aux personnes aînées de vieillir bien, de vieillir mieux à la maison et au sein de leur communauté respective. Et il y a un certain nombre d'études qui démontrent que on aurait beaucoup à gagner en s'assurant que les personnes aînées puissent être en mesure de vieillir chez elles, au sein de leur communauté respective. Et certaines études démontrent également qu'il y aurait des économies de coûts importantes, des économies importantes qui seraient réalisées si on était en mesure de développer les structures appropriées à ce niveau-là. Il va nous rester le troisième axe. Exactement, il va nous rester le troisième axe, c'est de créer des collectivités inclusives et qui soient amies des aînés. Et ici, on touche davantage aux questions liées au logement abordable, logement accessible, mais aussi toutes les questions du transport adapté, par exemple. Oui. Écoutez, moi, j'aimerais faire un point d'honneur par rapport à la, je vais dire, à la remarque que je vous ai faite avant l'entrevue. J'aime beaucoup votre guide électoral parce que, pour moi, en tout cas, c'est la première fois que je vois quelque chose dans le genre. Oui, vous parlez des différents enjeux, mais vous proposez des questions spécifiques que les personnes aînées pourront utiliser pour poser aux différents élus au moment opportun. Puis je trouve ça intéressant, par exemple, si je repars sur le deuxième enjeu, où est-ce qu'on parle de rester à la maison et puis de rester à la maison pour vieillir en santé et tout ça. Je vois une question qui dit qu'un aîné pourrait prendre la parole pour demander est-ce que votre parti reconnaît que le fait de permettre aux aînés de rester plus longtemps chez eux avec des services adéquats permet d'éviter l'isolement social? Et pendant toute la pandémie, là, je pense que c'était ça la thématique avec les personnes aînées, éviter l'isolement social. Il va nous rester 1 minute 30. Effectivement. Et je vous dirais que l'ensemble des questions ont été développées de façon non seulement à demander aux différents candidats ce que leurs partis respectifs ont l'intention de faire, donc la plateforme de leur parti respectif, mais aussi de demander à chacun de ces candidats-là, qu'est-ce que vous, si vous êtes élu demain matin, qu'est-ce que vous allez faire pour faire avancer ces différents enjeux? Et je pense que c'est un point très, très important parce que trop souvent, on élit des gens qui, une fois élus, vont peut-être oublier qu'il y a des enjeux importants pour les personnes âgées. Et donc, on veut donner la parole aux aînés lorsqu'ils vont rencontrer les différents candidats pour qu'ils puissent poser un certain nombre de questions. J'en profite, alors qu'il reste quelques secondes, pour aussi mentionner que le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa travaille en collaboration avec l'Association des retraités fédéraux, le chapitre d'Ottawa. Et tous les deux, nous avons pris l'initiative d'approcher les candidats dans chacun
des 8 comtés de la grande région d'Ottawa et nous les invitons à nous offrir un cours vidéo d'environ 5 minutes sur ces différents enjeux-là. Merci Donc, cette beaucoup, information-là M. sera... On pourrait vous Oui. revoir même à l'émission pour parler encore de ce guide électoral qui a été très bien fait. Je vous souhaite une bonne journée. Mais merci beaucoup, Claude, et au plaisir de se reparler. Nous, on se revoit juste après la pause pour parler avec deux auteurs des presses de l'Université d'Ottawa. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Se trouve dans ces rangées stockées d'horreur. Mais torse nu, à côté sur le comptoir où tout le monde peut voir la vente d'accessoires pour substances défendues. De biker. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si vous êtes un amoureux de l'histoire, vous êtes les bienvenus à cette partie de l'émission parce qu'on va s'informer sur un ouvrage intitulé « Le féodalisme dans la vallée du Saint-Laurent » qui est une traduction des auteurs Olivier Guimont et Arnaud Montreuil avec qui j'aurai le plaisir de parler tout à l'heure. D'abord, je vais commencer avec Olivier Guimont qui sera le premier à être interviewé par rapport à cet ouvrage-là. Et tout de suite en allant, j'aimerais ça qu'on parle de ce mot qui se trouve dans le titre, le féodalisme. Ça veut dire quoi? Bien, une excellente question pour débuter cette conversation. En fait, le féodalisme, finalement, c'est la sorte de régime foncier qui avait lieu à l'époque de la Nouvelle-France, dans la vallée du Saint-Laurent, et qui a traversé finalement notre histoire, qui a traversé l'histoire du Canada pendant environ 2 siècles et demi. Donc, du début du 17e siècle jusqu'au milieu du 19e siècle, au moment où, finalement, on décide d'abolir ce régime-là pour implanter une forme de propriété que nous connaissons bien aujourd'hui, qui est finalement la propriété libre, propriété capitaliste, si on veut. Est-ce qu'on a gardé des séquelles de cette manière de fonctionner, là? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Et en fait, on peut penser que finalement, un régime qui a été là pendant 2 siècles et demi a laissé des traces, finalement. Puis c'est le cas. C'est une question à laquelle je m'intéresse et finalement à laquelle s'est intéressé Sanfilippo, lui aussi, à sa manière. Et Sanfilippo, finalement, lui, les traces auxquelles il s'est intéressé, c'est les traces dans les travaux d'histoire, dans les travaux des historiens, dans les travaux des historiennes. Comment est-ce qu'on a parlé de ce régime-là? Comment est-ce que, finalement, les débats politiques contemporains ont coloré le discours qu'on pouvait avoir sur ce régime-là? Et finalement, ce qu'on constate, c'est que finalement, la question nationale au Canada français, au Canada, a littéralement influencé les discours des historiens sur le régime seigneurial. Et c'est ce que Matteo Sanfilippo nous dit dans son livre, grosso modo.
Alors, ce monsieur-là, Matteo Sanfilippo, en fait, c'est lui qui a écrit en tout début le féodalisme dans la vallée du Saint-Laurent et vous l'avez traduit. Est-ce qu'on pourrait savoir cet auteur-là qui est italien, quel était son intérêt à travailler sur ce genre de projet-là? C'est une bonne question. Finalement, c'est une découverte que moi et mon collègue Arnaud, on a faite en creusant un peu le sujet. C'est de dire que c'est de comprendre finalement qu'il y a une communauté de chercheurs en Italie qui s'intéressent à l'histoire du Canada depuis des décennies. Mais cette communauté-là de chercheurs et de chercheuses publie souvent des travaux en italien sur divers sujets qui nous touchent de près, l'immigration, le catholicisme et le féodalisme aussi. Et Sanfilippo, finalement, dans les années 80, il s'insérait dans cette communauté-là de chercheurs italiens qui s'intéressaient à l'histoire du Canada. Mais la question de l'heure qui divisait les chercheurs au Canada, quand M. Sanfilippo a débuté sa thèse sur le sujet, eh bien, c'était justement la question du féodalisme. Dans les années 60-70, on le sait, au Québec, la question nationale a divisé les gens. Et dans ce contexte-là, on a essayé de comprendre, finalement, qu'est-ce que l'héritage du régime seigneurial peut nous révéler finalement des traditions de la nation canadienne-française, de la nation québécoise. Sanfilippo s'est dit, je vais creuser cette question-là, mais avec mon regard extérieur. C'est ça. Sanfilippo, c'est un Italien. Il s'est dit, je vais essayer de dépolitiser un peu le discours et je vais essayer de mettre en lumière peut-être des angles morts de la recherche. C'est tellement bien dit là, parce que souvent on peut être dans un historique de notre petit coin-coin là, qu'on se dit, OK, c'est ça l'histoire, on reste avec ça, alors que vu de l'extérieur, vu d'un regard extérieur, on peut se poser des propres questions sur notre propre histoire. Oui, exact. Puis Sanfilippo a un regard tout à fait original, en fait, sur notre histoire au Canada, sur l'histoire du Canada français. Et ce qui est assez particulier, finalement, c'est que mes collègues, moi-même et mes collègues, on savait que M. Sanfilippo avait publié des ouvrages sur des sujets qui nous restent, mais il ne disait pas parce qu'il était en italien. Évidemment. Donc, on comprend que la barrière de la langue, c'est quand même une barrière qui est difficile à franchir. Et pourtant, M. Sanfilippo avait un point de vue intéressant, unique. Le livre là, finalement que mon collègue Arnaud a traduit du français, que j'ai aidé à éditer par la suite, c'est un livre qui est unique dans le paysage historique au Canada français. Et finalement, il nous dresse un miroir. M. Sanfilippo nous dit, il nous dresse un miroir, il nous dit, voici comment vous avez abordé ce problème-là, et je pense finalement que vous l'avez fait d'une manière un peu trop politique, un peu trop idéologique, au détriment de la science. Donc, il nous lance finalement des avenues de recherche qui, pour lui, forment finalement le cœur du problème, qui nous aident à mieux comprendre une institution, un régime qui a été essentiel, fondamental pour notre histoire au Canada. Wow. Donc, c'est vraiment un apport extérieur. Alors, dans ce processus de traduction-là, est-ce qu'en tant qu'auteur, vous-même qui avez travaillé dessus, vous avez eu des révélations auxquelles vous ne vous attendiez pas? Oui, tout à fait. Ce que M. Sanfilippo ce qui, moi, m'a personnellement le plus marqué et qui m'a plus intéressé dans le cadre de mes recherches, c'est d'essayer de comprendre la genèse d'un mythe. Parce que c'est ça que Sanfilippo nous dit. Vous avez compris le régime seigneurial d'une manière un peu idéalisée, et voici pourquoi. Et la réponse qu'il nous offre, finalement, c'est de dire, c'est parcours, là, mais finalement, dans les décennies qui ont suivi la conquête britannique à la fin du 18e siècle, il y a un certain nombre de personnes qui ont dit, si on veut conserver nos institutions qui étaient là sous la Nouvelle-France, alors que ce sont les Britanniques maintenant qui mènent dans la colonie, il faut les faire connaître. Il faut les faire connaître et il faut aussi montrer
que ce sont des institutions qui ont été utiles et qu'on devrait conserver. Donc, dans ce contexte-là, on va produire des documents, on va écrire des livres d'histoire, on va débattre de la question d'une manière à légitimer, à la fois de légitimer l'existence de ce régime et d'en expliquer l'utilité historique. Et les documents qui ont été produits dans ce contexte-là pendant plusieurs décennies jusqu'au milieu du 19e siècle, finalement, ces documents-là ont constitué la matière première pour écrire l'histoire du régime seigneurial, alors même que cette matière première-là, finalement, a été produite dans un contexte politique, dans un contexte idéologique, dans un contexte où la question nationale, comme on le dirait aujourd'hui, était très importante. Écoutez, c'est tellement... Waouh, c'est très beau ce que vous venez de dire là en terminant. Je vais vous garder avec moi, mais derrière l'écran, parce que je parle avec votre collègue tantôt. On va prendre une pause. Merci beaucoup. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours à propos du contenu de l'ouvrage intitulé « Le féodalisme dans la vallée du Saint-Laurent ». Et pour en parler cette fois-ci, le deuxième auteur qui a travaillé sur la traduction française, Arnaud Montreuil. Et Arnaud, avant la pause, je suis sûre que vous avez pu entendre votre collègue. Il a terminé avec un très beau résumé. Il parlait de comment était né, on va dire, ce régime, je veux bien le dire là pour ne pas me tromper, le régime seigneurial au Canada. Puis j'aimerais savoir, avoir votre avis là-dessus, sur ce qu'il vient de dire. Merci beaucoup pour cette question. En effet, ce qu'Olivier a dit est tout à fait juste. Et je pense qu'il amène des éléments de contexte fondamental. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la question du régime seigneurial a vraiment été, dès le départ, une question politique. Et l'enjeu pour les auteurs de tous ces documents dont Olivier parlait juste avant la pause, c'était de conserver leurs privilèges. Et le gros problème, c'est que pendant des années, les historiens n'ont utilisé que ces documents qui ont été produits pour conserver des privilèges. Et on a une vision qui, pendant longtemps, a été vraiment et politique et tronquée, si vous voulez, de ce passé qui a été le passé du Canada, mais aussi des terres avant même l'invention du Canada, et dont il y a encore des traces perceptibles dans le paysage un peu partout de la vallée du Saint-Laurent. À vous écouter tous les deux, là, l'histoire est tellement si facile à entendre, si facile à comprendre. Écoutez, parlez-moi de la genèse, de votre point de vue, là, de la genèse de ce projet-là. Comment c'est parti tout ça, cette idée de traduction? Merci de la question. Tout d'abord, faut que je commence en disant que Olivier, lui, est spécialiste de la question seigneuriale, et moi, je suis un peu un électron libre, si vous voulez, parce que je m'intéresse au Moyen Âge européen.
Et c'est ma formation donc qui porte sur le Moyen-Âge, qui personnellement m'a intéressé à se saisir de ce projet-là. Et j'étais moi-même là en Italie pour un séjour de recherche, cette fois-ci bien sur l'Italie médiévale. Moi, je fais le parcours inverse de San Filippo, si vous me permettez, en quelque sorte. Et j'étais en train de lire un de ses textes plus récents, puis là, j'étais complètement l'esprit chargé de la langue italienne. Et Olivier m'envoie un message, il dit « J'ai trouvé que ce livre de Matteo Sanfilippo est absolument unique dans l'histoire du Canada français, mais aussi anglais. Est-ce que tu le traduis? » J'ai dit « Let's go, on y va ». Et Matteo Sanfilippo, on lui a écrit immédiatement. Il était ravi que des jeunes chercheurs comme Olivier et moi fassent l'effort de prendre ces travaux et de les faire connaître en français pour qu'enfin ils soient diffusés non seulement aux communautés scientifiques francophones et anglophones d'Amérique du Nord, mais aussi à tous les gens du grand public qu'on sait. On sait que le grand public aime l'histoire et on sait que ce livre-là va les intéresser à la fois pour le passé féodal, mais aussi pour son actualité politique brûlante, je dirais. Oui, définitivement là. Et puis, je veux juste faire le lien entre le volet traduction et le rapport avec ce monsieur-là, l'italien, monsieur Matteo. Matteo, c'est ça? Je veux bien. Matteo Sanfilippo. Oui, c'est ça, Matteo. Sanfilippo, c'est ça. Alors, quand vous lui avez demandé à ce monsieur-là que vous avez pensé travailler sur le projet, quelle a été sa réaction? Oui, il a été content, mais est-ce qu'il a été présent durant tout le processus? Il l'a extrêmement facilité, je dirais. D'abord, il était très content parce que lui disait, il nous a tout de suite dit, moi, je suis venu faire mes études au Canada quand c'était Trudeau père qui était premier ministre et maintenant vous m'écrivez alors que c'est Trudeau fils. Ça l'a bien fait. En fait, il était extrêmement heureux qu'on se ressaisisse de ce projet-là. Il nous a tout de suite encouragés. Ça a été un charme aussi de travailler avec l'éditeur italien pour soutenir le projet. Il a été là essentiellement dans la révision des textes et des épreuves que moi je lui envoyais après avoir fait mon travail. Mais on a été extrêmement bien soutenus aussi par les presses de l'Université d'Ottawa, par Michel Bock qui nous a accueillis dans la collection Amérique française, vraiment sans hésiter, parce que, comme Olivier l'a dit, si vous voulez, ce livre-là était déjà connu, on connaissait son existence, mais là, il s'agit pour la première fois vraiment de le rendre accessible. Et ça, on a eu vraiment la bénédiction de M. Sanfilippo de A à Z pendant tout le projet. Alors, on va parler des difficultés techniques aussi, parce que c'est d'une langue à une autre. Ah ouais? Là, vous voulez que je révèle mes points faibles? Non, je rigole. Il y avait un certain nombre de difficultés techniques, en effet. Surtout que moi, je suis pas traducteur de formation, mais si vous voulez, j'ai eu cet avantage d'avoir une formation en histoire médiévale qui nous amène c'est une formation extrêmement riche, hein, si jamais vous êtes intéressé à la maison, qui nous met en contact avec toutes les principales langues européennes, et notamment le latin. Il faut connaître le latin pour faire de l'histoire médiévale, et c'est ce qui, moi, m'a permis, en fait, d'apprendre assez rapidement l'italien et d'avoir une souplesse d'esprit nécessaire pour être capable de le traduire. Puis j'espère que ce ne sera pas ma dernière des traductions de l'italien vers le français, parce que l'Italie est un pays qui produit des travaux d'histoire, non seulement sur le Canada de façon surprenante parfois, mais aussi sur la Renaissance et sur d'autres périodes qui gagnent à être traduits en français pour le profit de tous. Il y a un traducteur que j'ai reçu, je ne sais plus quand, là, sur l'émission, qui me disait comme ça que pour son travail d'écriture à lui, il faut qu'il connecte avec les écrits de l'auteur. Je ne le fais pas parce que j'ai envie de le faire comme me l'a demandé. Il faut que je connecte avec et puis il faut que je me mette à la place de la personne qui a écrit au début. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Ah oui, là, j'endosse complètement les propos de votre invité précédent. Moi-même, je suis, comme je le disais, formé en histoire médiévale. Alors, les questions de féodalisme, qui sont en réalité des régimes sociaux qui viennent directement de l'Europe des 11e et 12e siècles, me touchaient déjà beaucoup. Et je ne comprenais pas la façon dont c'était présenté de façon très politique, voire mythologique, si vous me permettez d'aller jusque-là, dans certains des écrits, pas récents, là, mais les écrits, disons, des années du 19e siècle et du début du 20e siècle, sur
le passé laurentien. Évidemment, depuis les années 80, là, les 70-80, les historiens de la Nouvelle-France ont fait des travaux d'une excellente qualité sur le passé de la Nouvelle-France. C'est vraiment plutôt avant que ça coinçait. Mais Matteo Sanfilippo, étant italien, arrive avec ce regard qui est complètement différent, qui n'est pas piégé par les questions de souverainisme, fédéralisme. Et il le fait, donc il aborde la question du passé du féodalisme laurentien d'une façon originale, et il est capable, à mon avis, de poser les vraies questions, parce que la question au centre du livre de Matteo Sanfilippo, il va nous rester 25 c'est pas secondes. Quel est l'enjeu politique, d'accord, c'est pas quel est l'enjeu politique, mais c'est bien comment ça fonctionnait, la société, à l'époque. Et moi, c'est complètement cette question que je reprends, c'est cette question-là que je pose, et cette question-là que je veux qu'on pose, et que j'espère qu'on posera avec ce livre. Écoutez, c'était tellement passionnant de vous écouter tous les deux là. Je vais inviter les gens à aller visiter le site web pour avoir accès à cet ouvrage, et puis bon succès. Alors, www.presseuottawa.ca, c'est le site web des presses de l'Université d'Ottawa si vous avez envie d'avoir cet ouvrage-là, Le féodalisme dans la vallée de Saint-Laurent. On va prendre une pause, et juste après la pause, j'aimerais partager avec vous quelques informations. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je vous invite à écouter et à voir Encore jeune, une émission et un magazine pour les aînés, un magazine de grandes choses constitué de toutes petites choses. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Darlene Lozis qui nous parlerait de son leadership, de ce qu'elle en a appris et de toute son expérience. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parlais tantôt avec deux auteurs, Olivier Guimond et Arnaud Montreuil, qui ont fait paraître dernièrement aux presses de l'Université d'Ottawa, Le féodalisme dans la vallée du Saint-Laurent, qui est une belle traduction de l'auteur Matteo Sanfilippo, qui nous raconte un peu l'histoire du féodalisme ici dans le Canada français. Je suis sûre que vous allez l'apprécier. Si vous avez envie de revoir cette entrevue-là, je vous inviterai à la revoir aujourd'hui à 14h et aussi à 18h, qui sera disponible aussi sur le YouTube. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Mais avant de vous dire qu'est-ce qui sera sur l'émission de demain, j'aimerais prendre le temps de vous rappeler que je suis habillée encore aujourd'hui, et comme toujours d'ailleurs, par Stéphanie Davis Design. Et si vous avez besoin d'avoir accès à elle, elle est très disponible sur Instagram, donc S Davis Design. Vous pouvez facilement la retrouver sur Instagram, mais aussi sur son site web au www.sdavisdesign.ca. Alors pour demain, on va discuter avec Madame Marie Lantier qui va nous parler du nouveau numéro du magazine de la Farfo qui s'intitule Vivre Plus. Je ne sais pas c'est quoi la thématique du mois, mais on va avoir plus de détails avec elle. Et aussi, on va parler avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe de L2 Émergence. Et vous savez que quand elle est là, elle nous donne des pistes de réflexion personnelle. Tout ça et bien plus demain à partir de 11h. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé.
mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble.